Entourage du président de la transition, l'un des acquis importants est l'usine de lithium de Goulamina dans le cercle de Yanfolila. Elle aura une capacité de production annuelle de plus de 2 millions de tonnes de minerais pour un investissement qui s'élève à près de 200 milliards de francs CFA. Dans ce 13 heures, nous parlerons de la renégociation du contrat de cette mine et l'application des dispositions du nouveau code minier avec Bourama Traoré et Abdoulaye Diarra. Un seul titre pour ces 13 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, l'un des acquis importants de la transition est l'usine de lithium de Goulamina dans le cercle de Yanfolila. Elle débute sa production au mois d'août pour une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerais. Le volume de l'investissement s'élève à près de 200 milliards de francs CFA. La renégociation du contrat de cette mine et l'application des dispositions du nouveau code minier ont permis d'augmenter la part de l'État et des nationaux de 20 à 35%. La société a ouvert exceptionnellement ses portes à la télévision nationale. Film d'une journée de visite sur un chantier futuriste avec Bourama Traoré et Abdoulaye Diarra. En ce mercredi matin 5 juin 2024, quand le soleil s'apprête à sortir de sa tanière, on se prépare pour une visite sur un site minier, pas comme les autres, celui de lithium du Mali dans la région de Boukouni. « 65 km séparent la ville de Boukouni et Goulamina, les villages qui abritent l'important projet. Après environ 2 heures de route, nous voilà au cœur des installations. Comme nous, tout visiteur qui entre ici doit s'informer et se conformer aux mesures de sécurité sur le site. Notre objectif, que toute personne qui sera sur ce site retourne à la maison de la même manière. La mine de Goulamina a une approche bien structurée et très bien organisée et contrôlée en ce qui concerne la gestion des urgences. Tout d'abord, nous avons une équipe de réaction d'urgence et pour contacter cette équipe de réaction d'urgence, voici le numéro que nous avons. Des mesures de sécurité qui ont eu un impact positif sur le niveau d'évolution des travaux. En 5 millions d'heures de travail, aucun incident n'a été enregistré sur le site. Pas d'incident et les installations de l'usine sortent bien des terres. Pour la construction de l'usine de lithium du Mali, nous sommes à environ 90% de taux de progression. C'est une usine d'envergure mondiale que nous avons là avec une capacité de traitement de 2,5 millions de tonnes de minerais par an. Et donc là, tout de suite, les activités actuellement en cours sont les activités de montage structurel, de tôlerie, d'installation électrique et d'instrumentation. Nous avons aussi la mise en service des infrastructures principales du site. Le projet de Goulamina représente le 5e plus grand gisement de lithium au monde et le tout premier en Afrique de l'Ouest, avec à la clé un investissement d'environ 318 millions de dollars, un investissement colossal et un processus d'extraction du minerai bien précis. Le processus de traitement du site minéraire commence d'abord par le concassage. Après le concassage, ça va au criblage, au broyage, à la flottation, à la séparation magnétique et finalement à la filtration. Le lithium du Mali sera exploité à ciel ouvert. Pour ce faire, des méthodes conventionnelles sont utilisées. Un tour à la carrière permet de les comprendre et surtout d'être rassuré. Au niveau de la carrière, ce qui se passe ici, la première des choses, on fait le décapage des arbres d'abord. On va identifier les arbres, les compter et il y a une équipe d'environnement qui vient. On va compter ensemble pour pouvoir reboiser encore. Donc maintenant, quand on fait le décapage, on enlève le stérile. Quand on enlève le stérile, maintenant, il y aura une machine qu'on appelle le bulldozer qui va venir nettoyer une plateforme. Après le nettoyage de la plateforme, maintenant, il y aura les topographes qui vont venir implanter les trous de forage. Donc, comme vous voyez de l'autre côté, on a implanté les trous de forage. Maintenant, les machines vont venir forer. Après le forage, maintenant, il y aura le dynamitage. Après le dynamitage, maintenant, on fait le transport du produit de la fosse vers le rempart, dont les produits seront stockés là-bas pour pouvoir alimenter l'usine. Dans cette carrière, des machines de dernière génération sont à l'œuvre. Elles sont impressionnantes, mais pas seulement. Ces engins pèsent lourd par leur poids et leur coût. Des investissements importants pour une meilleure exploitation du gisement. On a une pelle de 300 tonnes qui coûte 4 milliards de francs CFA et des camions de 100 tonnes aussi. Donc on a 12 camions de 100 tonnes et on a une pelle de 300 tonnes pour le moment.
mais on va avoir quelque chose de 4 pelles au total au final. Le lithium de Goulamina est contenu dans un minerai dénommé spodumène. Le concentré de ces produits est ensuite exporté vers la Chine afin de procéder au traitement final pour obtenir enfin l'oxyde de lithium. Le spodumène étant le minerai principal est extrait, c'est généralement extrait à 1,1% à partir d'un métal qu'on appelle le dioxyde de lithium qui est à 0,6%. Et le lithium pur qui est utilisé généralement dans les batteries ou bien à des fins médicaux est obtenu à partir des traitements dans les raffineries en Chine, aux États-Unis et même en Europe. Cette mine est considérée comme l'un des plus grands projets réalisés par la transition, avec comme pilier fondamental la préservation des intérêts des Maliens. Preuve, ici, l'application de la nouvelle loi sur le contenu local est une réalité. La loi sur le contenu local est fondamentale et c'est au cœur de nos activités. Le lendemain de la promulgation de cette loi par le président, nous avons commencé sa mise en œuvre. Et on s'assure qu'on travaille dans le respect des directives de la législation malienne en matière de tout ce qui est contenu local. Le projet de lithium de Goulamina met un point d'honneur sur le développement communautaire, mais pas que. Les compétences nationales et locales sont valorisées. La société se focalise énormément sur l'intégration de nos communautés. Et la main-d'œuvre est essentiellement issue de la zone au niveau local. Et au pic de la construction, nous avons employé plus de 2000 personnes, donc plus de 90% de Maliens. Le personnel non malien est mobilisé essentiellement pour des besoins spécifiques ou des aptitudes qui ne sont pas forcément disponibles au niveau local. Et cela en est de même pour les entreprises nationales maliennes. Nous pensons que sous la présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, nous avons pu réaliser quelque chose de majeur au Mali. Assez récemment, nous avons fait des investissements majeurs en matière d'adduction d'eau potable, en matière de santé, en matière d'agriculture. Nous avons formé les femmes dans la fabrique de divers produits. Nous les avons initiés aux activités génératrices de revenus. L'entreprise, dans leur agenda, va travailler à mettre en place des programmes de formation. Et ces programmes de formation vont renforcer les compétences dans le but de l'accès facile à l'emploi et aussi bien qu'à des opportunités de l'entrepreneuriat. Sur le plan socio-économique, à travers le paiement des impôts et taxes, comme c'est prévu par le Code minier, et aussi bien le financement du plan de développement communautaire, la société minière va contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation à travers la réalisation des infrastructures et également l'appui en termes de matériel didactique et autres kits scolaires. C'est le lieu pour nous de remercier Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, par rapport à l'ouverture prochaine de cette mine. À travers le projet lithium de Goulamina, le Mali s'affirme comme pionnier et leader sur le continent africain. L'initiative présidentielle pave la voie pour transformer notre pays en une destination privilégiée pour des investissements innovants. Quelle réponse face à la crise énergétique? Le président de la transition opte pour le solaire. Il vient de lancer la construction de 3 centrales qui vont coûter plus de 200 milliards de francs CFA. 3 partenaires travaillent avec le Mali sur ces projets d'envergure, la Russie, la Chine et les Émirats arabes unis. Le Mali vers une transition énergétique basée sur le solaire, un document signé Sirabatili. L'amorce du développement du secteur énergétique au Mali, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lance les travaux de construction de 3 grandes centrales solaires à Sanankoroba, Safo et Tchakadougou-Dialakoro. 3 zones stratégiques, 3 projets d'envergure destinés à atténuer la crise énergétique. Le mix énergétique va donc s'améliorer avec un plus, le soleil, une source inépuisable de production d'électricité.
De quoi soulager les ménages et les entreprises dont les activités sont liées à l'électricité. La construction des centrales solaires répond surtout à votre vision qui consiste en la réussite de la transformation du système énergétique national en privilégiant les énergies renouvelables afin de relever les défis de la crise énergétique et retrouver notre souveraineté énergétique. Le Mali disposera donc dans 1 année et 3 mois exactement d'une capacité de production d'énergie de 400 MW au total avec un système de stockage pour chaque zone. Le coût est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. La première centrale solaire installée à Sanakoroba est de 200 MW pour un financement de 120 milliards de francs CFA. Elle sera bâtie sur une superficie de 314 hectares. La deuxième, qui a ses quartiers à Safo, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, est de 100 MW étalée sur 228 hectares. Elle sera réalisée en 2 phases avec la bagatelle de 100 milliards de francs CFA sur financement du budget national à 50%. Tchakadougou Djalakoro ferme la marche avec ses 100 MW et une première production de 50 MW, le tout sur 120 hectares. Dans sa politique de diversification de partenariat avec des résultats concrets, le Mali a donc conclu des contrats avec 3 partenaires pour la réalisation de ces centrales solaires, la Fédération de Russie, la Chine et les Émirats arabes unis. Pour ce projet, nous prévoyons d'utiliser les équipements russes. L'énergie solaire en Russie se développe activement et les équipements seront installés à la centrale solaire répondront aux normes mondiales de la performance et de la qualité. Le projet est conçu pour une exploitation stable pendant 20 ans. Par ailleurs, dans 10 ans, le projet serait transmis sous le contrôle total du ministère de l'Énergie et de l'eau. Le Mali est très riche en ressources énergétiques solaires et la Chine dispose d'une technologie solaire avancée et d'une capacité de production de haute qualité. La coopération entre les 2 parties dans le domaine de l'énergie solaire créera un exemple de coopération gagnant-gagnant et ouvrira de larges perspectives. Votre engagement envers les énergies renouvelables et du développement durable est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saurons, Excellence, Monsieur le Président, mériter de votre confiance en honorant tous nos termes d'engagement que nous prenons à ce jour. Solution au déficit de production énergétique, la maîtrise de la technique et de la technologie et le développement des compétences locales. C'est un tout en un pour le Mali. L'espoir renaît donc avec ces centrales pour non seulement sortir de l'obscurité, mais aussi et surtout la création d'emplois pour les jeunes de ces localités. Les populations des localités concernées s'en réjouissent. L'espoir est donc permis car nous ne sommes plus loin du bout du tunnel. Pour le moment, notre pays n'a pas de débouché à la mer, mais nous avons un grand débouché au soleil. Les énergies renouvelables ou énergies propres peuvent être un tremplin pour juguler la crise énergétique que nous traversons actuellement et diminuer ainsi la dépendance énergétique de notre pays au réseau extérieur. Permettez-moi, Son Excellence, Monsieur le Président, d'exprimer l'immense gratitude des 22 527 habitants de la commune rurale de Safo pour le choix de notre commune afin d'abriter la construction de cette gigantesque infrastructure. C'est le lieu de vous saluer pour votre détermination à relever le défi de la crise énergétique. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, toute la commune de Tchakadougou Djalakoro vous dit merci. Merci d'avoir vite compris qu'une économie qui importe de l'énergie est fragilisée parce qu'elle est dépendante de l'extérieur. Propos soutenus par une très grande mobilisation qui laisse voir l'engouement des Maliens pour ces projets de centrales solaires.
Période cruciale, réponse du garant de l'État et du bien-être du peuple qui a tout enduré pour le Mali, la patrie étant au-dessus de tout. Et face à un peuple résilient, il faut être à hauteur de mission, une conviction du président de la transition. Tchakadougou marque la fin d'une première série de constructions de centrales solaires avec une puissance de 100 MW crête. La centrale de Tchakadougou va compléter celle de Safo et de Sanagoroba, soit au total 400 MW crête. Ces capacités de 400 MW crête vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique que connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En termes d'employabilité, ces 3 centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Et je voudrais encore une fois de plus, et je ne cesserai de saluer le courage, surtout la détermination du peuple malien à accompagner cette transition. Et notre souci, c'est toujours d'améliorer le bien-être de nos populations. Augmentation donc de l'offre d'énergie pour le Mali. Les 3 sites ouvrent ainsi la voie à l'ère des énergies propres, contribuant à réduire la production du gaz à effet de serre. Acte 1 d'un vaste chantier pour fermer définitivement la porte de l'obscurité au Mali. Sur un tout autre plan, dans la mouvance de la célébration de la fête nationale du Suède, l'ambassadeur de Suède au Mali a offert une réception à l'attention des représentants des organisations internationales, consulaires et diplomatiques accréditées au Mali. Les détails avec Youssouf Diakité. Chaque année, le 6 juin est célébrée la fête nationale du Royaume de Suède. L'événement est marqué ici au Mali par une réception organisée par l'ambassadeur à sa résidence. Une opportunité de saluer la pertinence de la coopération entre la Suède et le Mali, mais avec un accent particulier sur la symbolique de la fête nationale. Le gouvernement a décidé en décembre dernier de cesser progressivement la coopération bilatérale. Et c'est ça qu'on va faire pendant cette année. Mais il faut le souligner que ça n'impacte pas l'aide humanitaire convenue au Mali et d'autres pays de la sous-région. Et nous avons aussi implémenté une nouvelle approche basée sur ce sera une approche régionale renforcée pour mieux travailler avec les sujets transfrontaliers et pour mieux essayer de soutenir les pays de la sous-région quand il s'agit des défis sécuritaires. Les cocktails a enregistré surtout la présence des partenaires de la Suède, de représentants des organisations internationales, diplomatiques et consulaires accrédités au Mali. À présent, les nouvelles à l'intérieur du pays, à Koulikolo, le réseau Islam Population et Développement RIPOD tient un atelier d'information et d'orientation des leaders religieux sur les activités du centre Assia et Koulikoro. Cette rencontre est organisée en collaboration avec UNFPA et l'ONG ASDAP. Les participants sont venus de Kai, Sikasso et Koulikoro. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Il s'agit au cours de cet atelier de 3 jours de présenter non seulement aux religieux les activités du centre Assia, mais aussi les résultats atteints par la structure ces dernières années. En 2023, le centre Assia a formé environ 300 personnes ainsi que les imams sur les violences basées sur le genre. 23 cas de VBG ont été enregistrés, parmi lesquels 5 cas ont été référés à d'autres structures de protection des femmes. Grâce aux activités des leaders religieux, on a pu empêcher des violences au sein des familles, entre les époux. On a une activité aussi qui parle sur les violences basées sur le genre. Les partenaires stratégiques et techniques de RIPOD apprécient à sa juste valeur l'organisation de cette activité dans la cité de Méguétan. Depuis l'ouverture du centre Assia, on a vu que même les tribunaux ont été désengorgés et nous travaillons ensemble, surtout au niveau des one-stop centers. Il y a la prise en charge holistique des cas de ces VBG. De nos jours, les violences basées sur le genre
gagne en ampleur et constitue une grave violation des droits des femmes et des filles particulièrement, mais aussi, quand nous essayons de voir, de toute la communauté en général. Créé en 2022, le Centre ASIA œuvre pour la gestion des conflits dans les couples, la formation et la sensibilisation sur les VBG et la santé de la reproduction, entre autres. La 23e promotion de l'IFM Égir de Tombouctou porte le nom de Mohamed Ibrahim. Elle est composée de 93 élèves maîtres, dont 11 filles. Les détails avec Nadim Babasisi. Après 4 années d'études loin des siens, les 93 élèves maîtres qui constituent la 23e promotion de l'IFM Égir de Tombouctou célèbrent leur sortie. Une cérémonie qui a mobilisé proches, connaissances, autorités scolaires, politiques et administratives pour féliciter et prodiguer des conseils à ses futurs éducateurs. La chose de laquelle tu vis, tu ne peux pas badiner avec ça. Parce que tout ce que nous on a sur terre-là, c'est de l'enseignement qu'on a trouvé ça. Et on ne peut pas badiner avec l'enseignement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre la culture et la recherche au-dessus de tout. Car on ne cesse de dire, pour enseigner peu, il faut connaître beaucoup. Très émus, ces élèves maîtres qui ont entièrement consacré leur temps à leurs études, souvent avec des nuits d'insomnie, remercient leurs encadreurs pour leur disponibilité. Nous ne pouvons également manquer d'exprimer nos plus sincères remerciements et nos meilleures félicitations à nos très chers professeurs. Pour être un bon enseignant, il faut vous perfectionner. Cela ne veut pas aller sans la lecture, sans la recherche. Donc la manière dont vous avez été servi, vous est demandé également de servir dans les conditions de l'art les enfants que vous allez avoir vraiment à votre charge pour leur formation. Ces nouveaux produits de l'IFM Égir vont pouvoir combler le déficit d'enseignants dans les écoles fondamentales classiques, aussi bien que dans le Médersa. Direction Kita, où se tient la semaine des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie des ressortissants de Kita. Au programme des activités de sensibilisation, dons de sang et plusieurs dépistages ou encore dons de médicaments. Mahamadou Alioubari. Initié par l'association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie ressortissants de Kita et sympathisants, les objectifs de cette semaine sont entre autres contribuer au développement socio-sanitaire de la région de Kita, promouvoir et soutenir les œuvres de développement global dans la région de Kita. Durant la dite semaine, vu également que beaucoup de patients décèdent par faute de sang disponible dans nos structures sanitaires, nous avons jugé nécessaire de programmer des dons de sang dans quelques établissements scolaires de la ville de Kita, afin d'aider l'équipe médicale de la région à soulager nos parents. Une semaine durant, plusieurs activités socio-sanitaires et culturelles sportives sont au programme, dont le thème central s'articule sur la sensibilisation et prévention du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes dans le district sanitaire de Kita, notamment au quartier Liberté Makandjambougou, village SOS enfants de Kita et le dispensaire Saint-Félix, d'où la satisfaction des autorités sanitaires. Cette fois-ci, selon les programmes, c'est bien réfléchi et surtout avec les consultations gratuites et l'échographie pelvienne. Je voudrais à cet effet saluer cette bonne initiative qui témoigne à n'en pas douter de votre sens élevé du patriotisme. Vous êtes au niveau de médecine, vous continuez à étudier, vous n'avez même pas terminé. Vous êtes en train d'aider. Pour cette 24e édition, l'association déploie un grand moyen au bonheur de la population de Kita. Consultation ophtalmologique gratuite, échographie obstétricale, dépistage de la malnutrition et de l'hépatite, sensibilisation sur le thème principal, dont des médicaments, émissions radiophoniques sur l'hypertension artérielle, ont été quelques activités de la semaine. Ainsi s'achève cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.